de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Nous allons passer 1 heure ensemble pour évoquer les grands rendez-vous du moment concernant le sport. Nous évoquerons très vite dans cette émission les championnats du monde de cyclisme. C'est unique et c'est la première fois que ça arrive. Toutes les disciplines du cyclisme sont réunies à Glasgow en Écosse pour leur championnat du monde, que vous fassiez de la route, de la piste, du VTT, du BMX. Tous ont rendez-vous, et cela évidemment à 1 an des Jeux Olympiques. Nous en parlerons avec le directeur technique national et puis le sélectionneur Thomas Voeckler sera avec nous dans un instant. Il sera aussi question de tir à l'arc. Les championnats du monde ont lieu en ce moment et là aussi à 1 an des Jeux Olympiques, et les archers ont rendez-vous sous les Invalides. Imaginez comme ce sera beau. En dernière partie, c'est-à-dire dès 19h30, un grand chapitre football, la question Mbappé, le retour de la Ligue 2 avec la disparition du club de Sochaux, et puis bien sûr la Coupe du Monde de football féminin. Ça sera France-Maroc en 8e de finale. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Tous à Glasgow, tous les cyclistes ont rendez-vous à Glasgow, les pistards, les routiers, les VTTistes et les crosseurs BMX. Oh, d'ailleurs, on appelle les pilotes. Pour nous parler de tout cela, celui qui est le directeur technique national d'une des plus grandes fédérations de sport en France, la Fédération française de cyclisme, Christophe Manin est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bon, merci d'être avec nous. Alors déjà, vous êtes depuis Glasgow, vous êtes au niveau de la piste. Comment ça se passe pour les Français aujourd'hui ? Alors, c'est commencé hier et aujourd'hui, donc nous avons eu ce matin des épreuves et puis un break cet après-midi avec tout l'après-midi sur des épreuves de paracyclisme. Et là, ça reprend ce soir avec de la vitesse par équipe et puis l'épreuve de scratch. Bon, alors surtout restez bien fixe parce que la liaison n'est pas exceptionnelle. Ne bougez pas trop par rapport au téléphone. On va commencer à parler donc de cette piste, des chances de médaille à chaque Olympiade pour l'équipe de France. Or là, pour Paris 2024, c'est une équipe de France un peu rajeunie. Vous avancez avec beaucoup de sécurité ou beaucoup d'interrogations à 1 an des JO ? On a évidemment toujours des doutes, mais on a bien travaillé. On a des coureurs et des garçons et des filles qui ont fait des performances sur les championnats précédents, donc des doutes, mais aussi de la confiance. Et donc ça, on avance dans ce championnat de cette manière. Alors, pourquoi avoir réuni toutes les disciplines du cyclisme sur... donc c'est l'Union cycliste internationale qui a décidé de regrouper tout cela. Ça répond à quelle volonté de la part du président, qui, rappelons-le, est français, David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale? C'est de créer un grand événement qui marque, et la preuve, donc ce championnat qui regroupe donc 13 disciplines du 3 au 13 août, a un succès au niveau des médias, puisque vous intéressez encore plus que d'habitude, j'ai l'impression. Donc c'est réunir toutes ces disciplines en même temps. Pour nous, par exemple, pour la Fédération française de cyclisme, c'est une délégation de 162 athlètes encadrés par une centaine de staff. Donc c'est un énorme événement qui mobilise toutes les ressources de la fédération. 162 athlètes, effectivement, c'est énorme. Alors, sur les différentes disciplines, est-ce que vous arrivez à avancer de la même manière ? Il y a une tradition, bien sûr, la route, la France a le Tour de France, la piste avec toute cette histoire qui commence à Trentin, Morlon, et puis après Florian Rousseau, Laurent Gannet, etc., etc. Des disciplines peut-être un peu plus jeunes, VTT et BMX, mais qui ont déjà un peu marqué l'histoire des Jeux Olympiques récemment. Oui, alors en cyclisme, on a plein de disciplines différentes alors on a du mal à vous entendre bien, Christophe Manin. Sur la route. Oui. Ça serait bien si vous pouviez vous poser, parce que sinon la liaison est un petit peu délicate. Voilà, je rappelle, vous êtes le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme. Oui, donc sur le VTT et le BMX, donc 2 disciplines qui sont en train de grandir en France. Alors oui, elle représente environ à elle deux 50% des licenciés de la fédération et également beaucoup de résultats à haut niveau avec des titres de champion du monde, championne du monde et
de nombreuses médailles dans les compétitions internationales. Donc ce sont deux disciplines qui comptent beaucoup pour le cyclisme. Bon, il y a, revenons aux Jeux Olympiques, parce que là, bien sûr, nous sommes sur les championnats du monde de Glasgow en Écosse, mais concernant les Jeux Olympiques, vous avez un site déjà qui est autour du site de la Fédération française de cyclisme, qui est donc à Saint-Quentin en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux précisément. Là, c'est un outil de travail immense où vous avez justement les outils pour la piste, pour le BMX. Donc, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a le pôle France Olympique qui regroupe du cyclisme sur piste et du BMX. Donc, c'est l'endroit où les Jeux Olympiques vont se dérouler. Donc, le vélodrome, c'est notre outil de travail quotidien et les sportifs ne seront pas épuisés en 2024 pour les Jeux Olympiques. Idem pour la piste de BMX qui sera celle qui est employée actuellement pour les sportifs qui s'entraînent. Alors elle va être reshapée, elle sera légèrement différente, mais nous aurons l'avantage de connaître le terrain. En ce qui concerne la piste de VTT, elle va être construite à quelques kilomètres, donc sur la colline des Lancours, toujours dans la périphérie des pôles France de la Fédération. Oui, donc ça sera une piste construite. Alors bon, il faut des terrains très variés, mais est-ce que cette piste restera? Est-ce qu'on est là toujours dans l'héritage des Jeux Olympiques et là aussi, à Élancourt, par la suite, les passionnés de VTT pourront y aller? Oui, je vous confirme qu'il y aura effectivement quelque chose, un héritage de cette piste et donc une partie de la piste olympique restera et surtout il y aura plein d'adaptations autour de ce site pour pouvoir le pratiquer en grand public. Bon, alors je précise que Virgile Caillé, qui est le secrétaire général de l'Union Sport et Cycle, nous a rejoint et il nous apportera tout au long de cette émission la vision économique. Virgile Caillé, alors bien près du micro, mais bonjour à tous. C'est vrai que là c'est un challenge énorme pour les cyclismes sur ces Jeux Olympiques et on va parler de la route. On n'en a pas encore parlé avec Christophe Manin, mais on retrouvera Thomas Vauclair dans un instant. Mais c'est une mécanique énorme à mettre en place, notamment sur le territoire parisien, hein. Alors, il y a plusieurs choses effectivement sur la pratique sportive. Il y a des enjeux qui sont considérables autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La fédération travaille sur le sujet depuis pas mal de temps et puis on a effectivement la chance d'avoir un outil exceptionnel autour de Saint-Quentin. Et puis ensuite, il y a un deuxième aspect un petit peu plus sociétal, c'est l'engouement progressif mais réel qu'ont les Français pour l'utilisation du vélo dans leur quotidien. Et je pense que les deux doivent pouvoir conjuguer et je pense que la fédération réfléchit largement sur ce sujet de la mobilité active qui est une forme de tremplin ou de conjugaison de toutes les autres formes de pratique du vélo. Ouais, Christophe Manin, directeur technique national de la Fédération française de cyclisme, vous êtes un petit peu des porteurs de symboles de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 parce que votre discipline est peut-être l'une des disciplines symboles de ces Jeux. Oui, on est une fédération qui porte des disciplines avec des espoirs de médailles, donc on est reconnu en tant que tel par les institutions, par l'Agence nationale du sport qui nous soutient. Comme l'a dit Virgile Caillé, on est aussi un sport là, qui dépasse le côté de la compétition et qui il y a avec l'aspect sociétal, tout ce qui est mobilité et effectivement, je confirme aussi que la fédération s'investit dans sa partie développement sur ces domaines-là, éducatifs, savoir rouler à vélo, mobilité à vélo. Ouais. Vous avez eu votre mot à dire sur le choix du circuit parce que, tenez-vous bien, auditeurs de Sud Radio, et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas au 0826 300 300. Dans un instant, nous recevrons aussi Thomas Vauclair, le sélectionneur de l'équipe de France pour la route. On y vient progressivement à la route, mais ça sera un circuit exceptionnel avec l'ascension de Montmartre, la colline de Montmartre dans Paris. C'est peut-être encore plus fort que les Champs-Élysées, ce qui va se produire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Christophe Manin. L'avantage d'un parcours sur route aux Jeux Olympiques ou d'un parcours de marathon, c'est que ça donne aussi à voir une image du pays hôte. Donc là, ça va être une très belle carte postale de Paris et de la région parisienne, des Yvelines notamment, avec un parcours qui est dessiné, qui a été dessiné donc sur des aspects sportifs, mais aussi sur des aspects visuels, donc qui fera le tour de beaucoup de monuments et d'endroits remarquables
la région Île-de-France. Ouais, oui, de la région. Alors plus côté ouest, bien sûr, parce que ça sera beaucoup sur les Yvelines. Un mot sur vos filles. Là, on vient de terminer. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio, le Tour de France féminin. De plus en plus des Françaises jouent de nouveau. Alors je dis de plus en plus parce qu'il y a eu l'époque Jeannie Longo, et puis un petit creux parce que manque de professionnalisation. Là, ça y est, le cyclisme féminin français se structure professionnellement. Donc le cyclisme féminin professionnel est en plein essor. Donc les équipes françaises ne sont pas à la traîne. On a nos équipes dans toutes les catégories, voire Tour continental. Et les cyclistes françaises, on l'a vu sur le Tour avec Juliette Labousse, commencent aussi à faire de très bons résultats. Il y a de la densité. Il y a des filles également qu'on retrouve sur la piste qui font de l'endurance et qui sont aussi de très bonnes routières dans les équipes professionnelles sur route. Alors Virgile Caillé, par rapport au cyclisme féminin, là aussi il y a des enjeux. Ça a pris économiquement le Tour de France, ça crée peut-être des vocations. Alors c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé sur le Tour de France femmes avec Zwift, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Oui. ASO fait très très bien les choses et en fait le point de départ finalement ce sont les filles elles-mêmes qui sont venues voir les organisateurs du Tour de France en leur disant mais il y a quand même une forme d'injustice, on a envie de faire tout ce qu'il faut pour que ça réussisse, mettez-nous en œuvre ce que vous êtes capable de déployer pour les garçons. Et c'est comme ça qu'est né finalement ce Tour de France femmes avec Zwift, avec une première édition qui a connu un engouement populaire assez exceptionnel dans la région Grand Est. Et là, cette année encore, région Aura puis Occitanie, ça a été assez chouette à vivre. J'ai eu la chance de vivre une étape entre Honnay-le-Château et Albi, avec des parcours pas simples du tout et avec une grosse bagarre. Alors, on peut quand même espérer que les équipes françaises montent assez rapidement en niveau. On en a absolument besoin pour créer cet engouement. On parle souvent, Frédéric, d'un drame, un héros, un drapeau. On a la dramatique du Tour de France féminin. Il nous manque quand même un peu cette femme qui pourrait gagner le Tour de France, cette française. Mais Christophe Manin, le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme, nous a rassurés. Potentielle médaille, tout le monde est à Glasgow pour toutes les disciplines, piste, route, VTT, BMX, hommes, femmes. Christophe Manin, merci, c'était difficile, vous étiez sur le chemin, mais la liaison est quand même passée. Je suis désolé. En tout cas, tous derrière les cyclistes au pluriel français. Et dans un instant, Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France masculine sur route, est avec nous. Le temps d'une petite respiration, on revient, on est aussi avec Virgile Caillé de l'Union Sport et Cycle. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Eh bien voilà, les championnats du monde de cyclisme. Habituellement c'est plus en septembre et là, boum, 6 août. C'est terrible. Et effectivement, quand on sort d'un Tour de France, ce n'est pas simple. Alors, pour bien comprendre, on a expliqué avec le directeur technique national que c'était pour réunir toutes les disciplines du cyclisme. Mais pour bien comprendre les chances françaises, nous avons le boss, le patron, Thomas Voeckler. Bonsoir, Thomas. Bonsoir tout le monde. Alors, équipe de France, Christophe Laporte, Julien Alaphilippe, plus Coquard, Cavagnac, Cosnefroy, Sénéchal, Legac, Madouas. Je n'ai oublié personne. C'est une équipe pour aller au titre de champion du monde, Thomas Voeckler, ça, vous avez oublié personne, Frédéric. C'est une équipe comme les autres nations, on va dire, qui est là. Ouais, on est là pour essayer de ramener le maillot de champion du monde. Je pense que c'est l'ambition de toutes les équipes qui ont des coureurs de qualité. Dans cette équipe de France, il y a des coureurs de qualité, de l'expérience, de la fraîcheur, de l'envie, beaucoup d'envie. Et après voilà. Alors, bien sûr qu'on a des hautes ambitions. Ouais. Bon, quand on voit Brian Coquard qui reste sur le dernier Tour de France, le meilleur des sprinteurs français. Christophe Laporte qui aurait réaligné, on va dire sans doute dans un rôle de sprinter leader. Est-ce que c'est vraiment un championnat du monde pour les sprinteurs? Et ça arrive de temps en temps. Dans l'histoire, il y a eu Cipollini, Cavendish, Van Steenbergen dans le passé. Ça se jouera au sprint ou pas? Non.
Non, ça se jouera pas. Enfin, Donc Coquard sera pas champion du monde alors. Ah, mais ça, c'est vous qui pensez que Brian Coquard, peut-être que Brian Coquard ne sait que sprinter, mais il sait faire plein de choses, le petit Brian. Je ne le pense pas, je pose des questions, je vais être rassuré, mon Thomas. Non, je ne vais pas faire de langue de bois. C'est un circuit qui est extrêmement technique, qui peut devenir très dur selon la manière dont la course va se dérouler. Est-ce qu'il y a des équipes qui voudront durcir? Est-ce qu'il y aura de l'attentisme? C'est vrai qu'on peut envisager, j'y crois pas d'une seule seconde, mais on peut envisager une arrivée en groupe. Ça ne veut pas dire que ce sera un sprint massif. Pourquoi pas un groupe qui se dispute l'arrivée au sprint? Ça oui. Malgré tout, c'est un circuit qui est tellement technique avec un tel enchaînement d'efforts, de relances et de montées que j'imagine pas que ça puisse arriver au sprint. Et Christophe Laporte, par exemple, c'est un peu comme Brian Coquard, même si Christophe est plus installé que Brian au plus haut niveau mondial depuis 2 ans. Il n'a pas seulement sa pointe de vitesse. Voilà. Mais on parle de ces 2 coureurs-là. Il y a 8 coureurs dans l'équipe de France. Chaque coureur est important, chaque coureur a un rôle. Et puis n'ayons pas peur, c'est pas de l'intox, mais il y a sans doute 2 voire 3 nations qui s'avancent avec autant voire plus d'arguments que nous. La Belgique a plus d'arguments sur le papier. Mais rappelons que la Belgique a le tenant du titre, Remco Evenepoel, mais c'est la grosse équipe avec Wout van Aert et compagnie. Et Philipsen, avec ces 3 coureurs, vous avez chacun dans leur registre. Philipsen, quadruple vainqueur d'étape, appelé maillot vert du Tour. Chacun dans leur registre. Non seulement ils sont leaders dans leur équipe, mais ils sont surtout les meilleurs du monde. Enfin, Thomas, vous m'avez dit pas au sprint. J'ai retenu, donc j'ai pas mis Philipsen. Bon. Voilà, mais Van Aert, il sait tout faire. Mais Philipsen, vous savez, c'est aussi un coureur qui peut faire autre chose que les sprints. Quand je parle de sprint, ça peut être en groupe, mais bon, soyons honnêtes, on ne sait pas comment la course va se dérouler. J'ai une petite idée. Pour moi, il y a 2 options. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura des surprises dans un sens, c'est-à-dire des coureurs qu'on attend à être très bien seront bien et inversement seront pas bien, et inversement. Alors pas 36, mais ça sera un coureur qui va gagner. Bon, c'est sur un circuit. Thomas Vauclair, pour les auditeurs de Sud Radio, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins bien le cyclisme, rappelons que cette course de championnat du monde a une couleur si particulière, c'est par équipe nationale, et vous arrivez en fait avec une équipe de France et des coureurs qui courent les uns contre les autres tout au long de l'année. Vous avez ce challenge de manager, vous prenez un immense plaisir à le faire, ça marche depuis 2 ans, depuis 3 ans, vous avez été 2 fois champion du monde, 1 fois 2e. C'est quoi le secret pour créer une osmose? J'ai pas de secret, je sais pas s'il y a un secret. Moi, j'essaye simplement de prendre des coureurs dont je suis convaincu. Je veux pas qu'il y ait le moindre pourcentage d'incertitude sur l'état d'esprit collectif qu'il peut y avoir. Et vous avez raison de le souligner, c'est pas rien quand toute l'année ils sont dans des équipes de marques différentes, et ça vaut pour l'adversité également. En équipe de France, les coureurs qui la composent, ils ont l'esprit équipe de France chevillé au corps. Ils ont tous fait des sélections juniors, U23. Ils connaissent les membres du staff. Ils sont fiers de porter le maillot. Vous avez raison de dire que c'est des coureurs. Il n'y a que 2 occasions hors année olympique. Il y a championnat d'Europe, championnat du monde, de porter le maillot de l'équipe de France. Et encore, il faut que le circuit conviennent au type de coureur qu'on est. Donc c'est vraiment un privilège et je sens qu'ils sont vraiment fiers de porter ce maillot de l'équipe de France. Ils n'ont rien à gagner sur le plan financier, c'est juste de la fierté et c'est énorme la fierté de porter le maillot de l'équipe de France et de contribuer à essayer que les Français soient fiers de leur équipe et de ramener un très beau résultat. Après c'est une course de vélo, c'est pas un sport où il y a un vainqueur et un gagnant, un perdant. Il y a un vainqueur et après il y a un classement. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup Thomas Vauclair. On vous souhaite bonne chance à tous les coureurs de l'équipe de France pour ces championnats du monde. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps sur Sud Radio. Merci Thomas Vauclair encore une fois. Nous allons parler maintenant de tir à l'arc avec le directeur technique national de la Fédération française qui est avec nous, Benoît Binon. En ce moment ont lieu les championnats du monde. Ça se passe à Berlin, c'est jusqu'à dimanche. Les Français en Allemagne, on souffre un petit peu. Benoît Binon, bonsoir. Bonsoir, on souffre aujourd'hui, en tout cas, on a plutôt vécu une bonne journée. Ouais. Et effectivement, on met un petit peu de soleil dans cette semaine qui a été un petit peu plus compliquée que ce qu'on espérait, bien sûr. Bon, alors il y a 2 choses dans le tir à l'arc qui est une discipline éminemment spectaculaire, avec notamment ces face-à-face où on a 2 archers qui ont une pression énorme. Il y a 2 choses, il y a l'arc à poulie où la France obtient de très bons résultats aussi, mais qui n'est pas discipline olympique. Et puis il y a l'arc traditionnel qui est discipline olympique. Caroline Lopez, Lisa Barbelin, Audrey Adicéum,
hommes. Et puis pour les garçons, Nicolas Bernadis, Baptiste Hadis, et j'ai gardé celui qui a déjà connu le plaisir de la médaille olympique, Jean-Charles Valadon. Où en sont-ils tous ces archers à 1 an de la grande messe de Paris 2024? Ben là, aujourd'hui, on peut faire un point, puisque c'était les championnats du monde, c'est tous les 2 ans, donc c'était le dernier grand rendez-vous mondial avant les JO. En individuel, on était plutôt pas trop mal sur la première séquence, qui est la séquence de qualification qui permet de classer tout le monde avant de faire le tableau des matchs. Après, sur les matchs, malheureusement, on espérait avoir un Français et une Française qui arriverait au moins jusqu'en quart. Le meilleur Français a perdu en 8e et puis la meilleure Française en 16e. Mais en revanche, on attendait aussi des équipes et si les garçons ont perdu en 8e, les filles nous ont porté jusqu'à la médaille d'argent. Ah oui. Et ça, c'est plutôt un très bon résultat à 1 an des Jeux, quoi. Bon, vous allez avoir le bonheur. Alors, nous étions avec les cyclistes qui, eux, vont rouler dans Montmartre, dans Paris. Enfin, tout le monde y va de son aventure exceptionnelle. On parlait avec les triathlètes qui vont nager dans la Seine et qui vont rouler sur les Champs-Élysées la semaine dernière. Vous allez avoir un concours aux Invalides. Ça va être magnifique, Benoît Binon. Oui, c'est un des sites iconiques les plus prestigieux sur ces Jeux. On aura les Invalides dans le dos, le pont Alexandre III devant, la Tour Eiffel à gauche. Voilà, en plein cœur de Paris, c'est forcément un spot. Le tir à l'arc permet ça. Il y a eu à Athènes dans le stade mythique de marathon. Ouais, c'était magnifique ça. Ouais. L'installation permet de mettre le tir à l'arc dans des lieux comme ça. Et on avait fait il y a 10 ans les finales de la Coupe du Monde au Trocadéro. Donc voilà, donc tout le monde est forcément très motivé pour s'exprimer là. Et c'est sûr que il n'y a pas besoin de ça pour être motivé pour faire les Jeux Olympiques, mais en tout cas pour nous, ça rajoute en tout cas. Ouais. Oui, en termes d'image, c'est intéressant et c'est surtout que ça a permis aussi de vendre très vite les places. Et on a une jauge à 8000 qui va être pleine et on sait que on l'a vécu encore cet après-midi. On a vu que le public a su faire basculer le match du côté des Allemandes quand ça a été très serré à la fin. Et on espère bien que l'an prochain, le public il permettra de faire basculer le match du côté des Français et des Françaises sur les Jeux. Parce que c'est éminemment psychologique, évidemment. Alors, il y a le pays de référence, c'est la Corée du Sud, et donc c'est vrai c'est un pays qui trame beaucoup de touristes à chaque fois, et on imagine que pour aller voir aux Jeux Olympiques, aux Invalides, nos archers, ça va être difficile. Je pense que la télé aura un rôle important à jouer. Puis on rappelle aussi, Benoît Binon, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération française de tir à l'arc. Il y a une Coupe du Monde là qui se prépare en France. Ça sera aussi Ouais, les dates, vous nous le rappelez, et puis le lieu. On démarre du 14 au 20 août. Toute la partie du mardi au vendredi au stade Charletti à Paris, et puis les phases finales aux Invalides déjà le samedi et dimanche. Génial. Donc, la possibilité déjà, il reste encore quelques places de venir voir du tir à l'arc sur le site des Jeux de l'an prochain. Voilà, c'est maintenant qu'il faut y aller, vous avez compris. Merci Benoît Binon, vive le tir à l'arc. Sud Radio, nous revenons dans un instant, c'est votre rendez-vous sport de tous les sports. On reparle de foot quand même un petit peu dans un instant. Oui, Mbappé, la Ligue 2, les filles en Coupe du Monde. Frédéric Brundel. C'est parti pour une très très lourde, et je pèse mes mots, actualité football. Nous avons donc toujours avec nous le secrétaire général, mais je le vois directeur président, Virgile Caillet pour l'Union Sport et Cycle. C'est une instance de référence pour comprendre les enjeux économiques du sport. Virgile, vous êtes avec nous, vous ne bougez pas. Je ne bouge pas. Nous allons évidemment dans cette partie football évoquer le grand retour de la Ligue 2 avec celui qui est votre référence Ligue 2 si vous êtes téléspectateur de beIN Sport, ancien joueur de talent, Robert Malm. Il est avec nous. Bonsoir Robert. Salut Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Bon. Et je vais faire une petite aparté. Très heureux de participer à ton émission et surtout de te retrouver. Merci beaucoup Robert, merci Robert Malm. Et puis elle est devenue notre rendez-vous incontournable chaque semaine, Charlotte Lorgeret, défenseuse internationale, joueuse de lance, consultante France Télé entre autres. Nous allons parler de cette Coupe du Monde. On commence avec vous Charlotte parce que votre temps est tenu. Mais c'est ça, la starification, c'est ça Charlotte. Bon, bonjour Frédéric. Bonjour, merci d'être avec nous. Charlotte, ça sera France-Maroc.
quelle affiche, le Maroc en plus entraîné par Reynald Pedros, une vieille connaissance. C'est quoi? C'est une bonne chose pour les huitièmes de finale pour l'équipe de France ou alors non? Non, je pense pas du tout que ce soit une bonne chose parce qu'effectivement, Reynald Pedros connaît par cœur cette équipe de France, notamment les Lyonnaises. Et avec beaucoup de joueuses qui jouent dans son effectif dans le championnat de France en D2 ou en D1, c'est des joueuses qui connaissent bien aussi les filles de l'équipe de France. Donc, pas falloir que les filles, les Bleus, prennent à la légère cette équipe marocaine qui va poser quelques problèmes, même si physiquement, je pense qu'il y aura quand même un petit niveau d'écart, mais lors des huitièmes, tout peut se passer. Que penser de ce premier tour de l'équipe de France qui a eu un départ difficile face au Panama, qui a fait le match de référence face au Brésil et qui a déroulé face au Panama avec en plus le fameux troisième match où on fait tourner l'effectif? Est-ce que tout est positif? Non, il n'y a pas eu que du positif, mais c'est normal parce que l'équipe de France est en reconstruction. Après un premier match compliqué, mais on pouvait l'attendre face à la Jamaïque, qui a été une grande révélation dans cette Coupe du Monde. Ça a été dur physiquement, et puis le Brésil, c'est vraiment le match référence comme tu l'as dit. Et le Panama, il fallait faire tourner, même s'il y a eu des choses, pas mal de choses négatives. Il y a eu pas mal de filles qui étaient remplaçantes pour pouvoir souffler. Et face au Maroc, attention, ça peut être un piège. Ça n'a pas été une poule très très facile à négocier, mais comme dans cette Coupe du Monde, il y a eu plein de surprises. Bon, Charlotte, je veux juste avoir le regard de Robert Malm, évidemment. Robert, sur cette équipe de France, avec toujours Wendy Renard qui fait la différence au bon moment face au Brésil, et ce fameux panachage des anciennes, qui sont pour d'ailleurs certaines revenues, et les petites jeunes. Le regard de Robert Malm. Le regard, il va avec ce que vient de dire Charlotte, c'est-à-dire que oui, tout n'a pas été parfait, mais avec les objectifs que se sont donnés l'équipe de France féminine, c'est d'arriver au minimum dans le dernier carré. Donc, je sais pas si vous vous souvenez aussi, si on peut faire parler avec les garçons, on souffre un petit peu en phase de poule, et puis finalement, on arrive aussi sur le plan athlétique aussi, où à un moment donné, où on monte en puissance quand on prend dans le jargon. Donc on voit que Diani a marqué, a triplé. C'est bien pour elle. Elle devait que monter en puissance parce qu'elle a été longtemps blessée avec son épaule et n'a pas pu jouer les matchs de fin de saison avec le Paris Saint-Germain. On a d'autres joueuses aussi qui on prend Wendy Renard, qui est un petit peu blessée, mais qui fait le travail face au Brésil. Et puis n'oublions pas aussi qu'on a des joueuses, alors des absentes de marque, comme on pense aussi à Marie-Antoinette Catoto ou à Delphine Cascarino, qui s'est blessée juste avant la compétition. Mais moi, je vois l'équipe de France monter en puissance au fur et à mesure. Certaines erreurs à gommer, notamment dans tout ce qui est prise de profondeur, notamment pour l'axe de la défense française. Mais sinon, après, je pense qu'on arrive, c'est Hervé Renard qui on commence une autre compétition et c'est l'élimination directe. Donc là, on n'a plus trop droit à l'erreur. Mais je vois en tout cas l'équipe de France aller le plus loin possible, si vous me voyez venir, au-delà même du bien sûr, oui, parce que Robert, vous n'avez rien lâché sur cette équipe de France. Une dernière question, Charlotte, avant de vous libérer, puis on abordera la question économique autour de cette Coupe du Monde aussi avec Virgile Caillé qui est avec nous. Charlotte, l'effet Hervé Renard est en train de bien fonctionner, hein? Ah oui, complètement. Les filles adhèrent à son discours, à sa prestance, à la crédibilité aussi qu'il a eue depuis des années avec les garçons dans les équipes nationales. Donc c'est ce qu'il leur fallait, les filles. C'était quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un avec qui on peut discuter et puis qui footballistiquement amène quelque chose de plus. Donc il fallait forcément du changement lors de cette Coupe du Monde. Bon, Charlotte, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Charlotte Lorgeret, défenseuse internationale et qui jouera avec le Racing Club de Lens à la rentrée. Merci Charlotte pour cet éclairage. À bientôt. Virgile Caillé, ce que font les filles là, d'un point de vue sportif, est évidemment, on vient de le dire, très 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 concluant. Autre chose, et c'est la bonne surprise, c'est que il y a cet engouement. Décalage horaire, les matchs se jouent en Australie, en Nouvelle-Zélande, les télévisions ont tardé un peu à se positionner, mais il y a de l'engouement, ça fonctionne.
Exactement, vous avez raison de le souligner. Il y avait un peu d'inquiétude quand même parce que le deal a été très tardif entre la FIFA qui avait des exigences probablement démesurées et puis eh bien les chaînes françaises qui se faisaient un peu tirer l'oreille pour venir signer un deal et diffuser les matchs de l'équipe de France. Sachant qu'au mois d'août, il n'y a pas de mesure d'audience, donc c'était pas très rentable pour les chaînes non plus. Vous l'avez souligné aussi, des horaires qui étaient en décalage. On avait une expérience précédente avec la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France 2019 où il y avait des succès d'audience incroyables avec des matchs à plus de 10 millions de téléspectateurs. Donc tout ça inquiétait un peu les diffuseurs. Il a fallu que la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, s'implique elle-même et mette un peu de poids dans la balance, un peu de poids politique dans la balance pour faire pencher M6 et France Télévisions, donc qui diffusent pour 6 millions d'euros, 50-50, elles y ont été du bout des doigts et finalement ça marche bien. On est sur des scores entre 4 et 5 millions de téléspectateurs, plus de 30% de part d'audience, donc ça fonctionne. Les Bleus sont au rendez-vous, même si parfois, vous l'avez dit, elles sont un peu sur courant alternatif, mais on peut espérer que ça monte en puissance. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne du crédit au spectacle sportif. C'est peut-être ce qui faisait un petit peu de défaut au match féminin parfois. Là, il y a vraiment de l'intensité, il y a de l'émotion, il y a du suspense. On a vu pas mal de surprises avec des favoris qui se sont fait sortir de la compétition. L'Allemagne notamment. L'Allemagne, le Canada, le Brésil. les Brésiliennes. Donc tout ça apporte du poids à l'événement et c'est bon pour les joueuses françaises. Après, ce que je voudrais souligner sur le plan économique, c'est le décalage, le fossé qui est en train de se créer avec le championnat entre cette équipe de France et effectivement le championnat au quotidien de D1 Arkema. Ce qui est assez intéressant, alors vous le savez, pour bien connaître le handball, c'est un peu la même chose pour le handball féminin avec une grosse équipe de France et puis peut-être des clubs qui ont plus de mal à se structurer. C'est en tout cas un élément de réflexion. Virgile Caillé, Robert Malm, ça y est, nous abordons maintenant la question de la Ligue 2. Alors c'est la grande reprise. Demain, la fameuse Ligue 2 et notamment, je le rappelle, Robert Malm, vous êtes consultant sur beIN Sport. Demain, 15h, vous commenterez alors avec l'excellent Clément Grèze. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de faire un petit bout de chemin professionnellement. Vraiment, c'est un garçon adorable et vous faites vraiment du bon travail, vous tous. Alors, Robert, la Ligue 2, de plus en plus, elle ressemble à la Ligue 1 parce que Bordeaux, Saint-Étienne, Auxerre. Mais alors, qui va monter cette année ? Écoute, je n'ai pas de boule de cristal et même celui ou celle qui a une boule de cristal, en général, se trompe. Je m'explique parce que c'est un championnat tout simplement qui est indécis. On a vu la saison dernière comment les choses se sont passées jusqu'à la dernière journée. Bon, même s'il y a eu des faits contraires à Bordeaux et qui ont fait que Bordeaux n'est pas monté, mais c'est un championnat qui reste très 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 ouvert. Tu as raison de signaler qu'on peut dire une Ligue 1 bis. Stéphane Moulin avait dit l'année dernière, on peut l'encore ajouter cette année. Effectivement, on a Bordeaux, on a Saint-Étienne, on a Auxerre. On peut ajouter Guingamp, Caen. Les équipes qui descendent avec Ajaccio. On a vraiment un championnat qui va être très très ouvert. Alors, faut pas non plus oublier, rappeler à vos auditeurs aussi qu'il y aura aussi 4 descentes. Donc, si tu veux, en fin de saison, il y a toujours aussi ce spectre de la descente. Et puis, on va retrouver aussi 2 montées directes et un play-off. Donc tu sais, tout va rester ouvert et ça va concerner toutes les équipes jusqu'au bout. Bon, alors cette Ligue 2, on le rappelle, passionnante. Robert Malm vous en parlera très très bien sur sa chaîne beIN Sport. Maintenant, parlons des problèmes aussi de cette Ligue 2 et notamment le cas d'un club mythique qui a déjà été champion de France, qui a déjà gagné la Coupe de France, qui est le FC Sochaux-Montbéliard. A priori, donc, il y avait un actionnaire chinois qui s'est désengagé. Au départ, c'est un club qui était estampillé Peugeot. La famille Peugeot a proposé un plan et au moment où nous parlons, Robert Malm, vous nous confirmez, Sochaux n'est pas repêché et va descendre en National 3. Même si toutes les instances qui ont été consultées gardent un peu le flou dessus, Robert, on est d'accord ? Oui, on est d'accord. On ne sait même pas si Sochaux va s'arrêter en National parce que d'après le propriétaire aujourd'hui, qui est l'actionnaire chinois, ne veut pas investir pour que l'équipe puisse repartir du national. Chose que je peux comprendre, mais pourquoi c'était aussi mal géré pour que Sochaux en arrive là?
Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire aussi. Après, moi, je suis pas juge, mais Samuel Laurent, le directeur général, devra aussi qu'on ait des explications. Oui, rendre des comptes, en tout cas, rendre des comptes. Pourquoi Sochaux en est arrivé là? Parce qu'il y avait tout pour réussir du côté de Sochaux. Maintenant, qu'on ait une institution comme celle de Peugeot qui disparaît la carte du football professionnel, je trouve ça tout simplement triste. Alors justement, Virgile Caillé va nous éclairer. La question économique, c'est pour vous, Virgile Caillé, secrétaire général de l'Union Sport et Cycle. Comment, avec un actionnaire chinois, les budgets de Ligue 2, évidemment, c'est conséquent, mais arriver à ce niveau, comment c'est possible? C'est tout à fait scandaleux. Robert le laissait entendre. La responsabilité, elle est quand même sur les dirigeants actuels. Voire, attention, ne négligeons pas également... je ne veux pas faire le procès de PSA il y a quelques années en arrière, mais le transfert Stellantis entre-temps. Exactement, voilà. Mais le transfert du FC Sochaux-Montbéliard de Peugeot vers un premier investisseur chinois, parce que n'oublions pas qu'il est passé entre plusieurs mains, ce club, malheureusement, sur ces 8 dernières années. C'était Ledus, le premier propriétaire, c'était Ledus, c'était... une société chinoise qui aussi n'a pas fait le boulot à ce moment-là. Alors Virgile Caillé, quand on a un actionnaire chinois, on se dit ça peut être quand même solide. Oui et non. Alors ça peut être solide ou pas du tout, parce qu'on maîtrise pas vraiment les éléments. Et en fait, on a en France la chance. Ça peut être contraignant, mais je pense que c'est une chance d'avoir un organe qui s'appelle la DNCG, qui est là pour auditer et analyser les comptes des différents clubs professionnels, pour prévenir justement les défaillances et les faillites des clubs, pour que ça n'arrive pas pendant le cours de la saison. Et il y a des règles qui sont assez établies, qui sont claires depuis des années et des années. C'est-à-dire qu'il y a un premier élément d'atterrissage budgétaire et de projection budgétaire en général à la moitié du mois de mai. Puis ensuite, sur les cas qui laissent craindre des difficultés, il y a une audition où les clubs doivent amener un certain nombre de garanties. Et puis, si jamais les décisions de la DNCG sont défavorables, eh bien, il y a une instance d'appel. Et c'est à ce moment-là où le club, donc dans le courant du mois de juin, peut amener des éléments complémentaires, des compléments, capitalistiques ou des reprises, etc. Mais c'est la règle du jeu en France. Depuis toujours. Et ça ne touche pas que Sochaux d'ailleurs, on va y venir, mais Bordeaux est concerné, Robert Malm aussi en Ligue 2 par un problème de recrutement. Il y a le cas de Lyon Sedan. Alors Sedan a été complètement exclu du professionnalisme, Brest en Ligue 1, Lyon aussi ne peuvent pas recruter. Voilà, donc ce contrôle est très important parce que ça permet de s'assurer que les clubs sont correctement gérés et ils sont à peu près sains. Et on demande aux propriétaires des clubs d'amener en trésorerie les montants qui manquent. Là, en l'occurrence, sur Sochaux, pourquoi la DNCG s'inquiète ? C'est parce qu'en fait, à la fin du championnat, on est à un déficit de 22 millions d'euros. Ouais, c'est énorme. 22 millions d'euros en L2. Alors, certes, le club a vendu plein de joueurs, mais on est encore à moins 12 millions d'euros. Donc, c'est impossible. Donc, la DNCG demande aux propriétaires du club de combler ce déficit avant de repartir en L2. D'où ces fameux 12 millions d'euros que vous avez dont vous avez entendu parler. Alors, il faut remettre l'église au centre du village. C'est pas la LFP, c'est pas la DNCG, c'est pas le CNOSF dans la conciliation qui sont responsables. Les organes qui sont chargés. On a vu un certain nombre de personnes s'émouvoir et râler en disant que les institutions ne sauvent pas le FC Sochaux-Montbéliard. Mais ils ont eu tout loisir. C'est pas les restos du cœur. Exactement. Et ils ont eu tout loisir de proposer justement une reprise. Et c'est complètement incompréhensible que le propriétaire chinois ait attendu le 15 juillet pour proposer de vendre le club. C'était trop tard. Bon, voilà pour la Ligue 2. En tout cas, ça fait un bonheur, celui d'Annecy qui va être repêché parce qu'en plus, qui était rétrogradé à l'issue du fameux match Bordeaux-Rodez. Enfin bref, c'est assez compliqué tout cela. Heureusement que le spectacle est beau et qu'il est bien commenté par Robert Malm chez nos amis de Beansport. Alors Robert Malm et Virgile Caillé, vous restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on va monter. Allez, on fait la montée en Ligue 1. Je vous attends sur la question du PSG, notamment Dembélé arrive, on ne sait pas ce que fait Mbappé, économiquement, comment ça se passe. Voilà, à tout de suite, on ne se quitte pas. Radio 17h-20h, Frédéric Brindel.
Allez, on se retrouve la suite de notre entretien football ce soir avec des questions que vous posez tous les auditeurs de Sud Radio. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions d'un point de vue sportif notamment, eh bien il y a Robert Malm, ancien grand footballeur professionnel, désormais consultant de nos amis beIN Sport. Et puis nous avons Virgile Caillet, le secrétaire général de l'Union Sport et Cycle, sur toutes les questions économiques. 0826 300 300. On veut peut-être prolonger le débat sur les problèmes de budget des clubs. Nous étions sur les Ligue 2, on a évoqué un petit peu la Ligue 1. Avant de rentrer sur la question du PSG, j'aimerais, Virgile Caillet, que vous nous expliquiez aujourd'hui la problématique à Lyon, par exemple, où il y a un nouvel actionnaire, Textor, qui reprend la main derrière Jean-Michel Aulas et il se voit dire finalement vous ne recrutez pas parce que vous n'êtes pas en règle sur le budget, et la réponse c'est ça c'est la France. Oui, alors c'est-à-dire qu'effectivement on est face à des actionnaires qui ont acheté le club et qui pensaient pouvoir un petit peu le gérer comme ils le souhaitaient, investir comme ils le souhaitaient, etc. Or en France on a ce gendarme financier qu'on nous envie dans beaucoup de pays d'Europe, et effectivement lorsque les comptes de l'OL ne sont pas satisfaisants, qu'il y a trop d'incertitudes, que notamment le budget du club s'appuie sur la vente de joueurs, le trading de joueurs, c'est-à-dire qu'en gros ils font le pari de se dire on va vendre des joueurs à tel niveau de vente, et c'est ce qui va nous permettre d'équilibrer les comptes. Et bien ça, la DNCG dit non, il va falloir que vous nous ameniez des garanties, donc que vous bloquiez de l'argent en attendant d'avoir vendu ces joueurs pour que vous puissiez recruter à nouveau. Alors évidemment ça contraint les clubs, mais ça les oblige quelque part à avoir une gestion peut-être un petit peu plus saine, et voilà, donc l'OL est obligé de construire son projet peut-être en allant un petit peu moins vite que ce qu'ils auraient pu espérer. Bon, ça devient de plus en plus difficile, d'autant qu'il y a de nouveaux acteurs qui rentrent dans la cour économique du football, et bien sûr l'Arabie Saoudite, vous l'avez vu, qui ont fait même une proposition à Kylian Mbappé. Tiens, cher Robert Malm, si vous étiez Kylian Mbappé, entre ne pas jouer, parce que pour l'instant le PSG ne souhaite pas le faire jouer parce qu'il n'a pas renouvelé son contrat et que le PSG ne peut pas se faire d'argent sur le transfert de Kylian Mbappé, vous seriez parti en attendant l'année prochaine d'aller au Real Madrid, parti en Arabie Saoudite, il joue tranquillement, et puis les championnats d'Europe en Allemagne avec l'équipe de France, et puis les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Finalement ça aurait pu être un programme sympa pour Kylian Mbappé. Connaissant le garçon, non, il serait pas parti. Déjà, il n'est pas parti. Si j'avais été dans sa position, je ne serais pas parti non plus, parce que tout simplement, voilà, l'Arabie Saoudite pour le moment, c'est un petit peu, voilà, on découvre un petit peu tout ça. C'est c'est un gros paquet cadeau qu'on a. On sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a des cadeaux de valeur, mais on ne sait pas ce que ça va rapporter à un moment donné. Donc il faudra laisser du temps à ce championnat-là, éventuellement de se mettre en route. Mais peut-être qu'on va, à un moment donné, on est peut-être à un tournant où certains championnats, notamment celui de l'Arabie Saoudite, veut se montrer aux yeux du monde, veulent montrer aussi qu'économiquement, bon, on sait très bien qu'ils ont les moyens. Et il y a un but aussi, et on va pas se le cacher, ils veulent absolument la Coupe du Monde aussi en 2030. Oui, l'organisation, comme le Qatar a fait finalement, aussi. Ouais. Oui, mais aujourd'hui, voilà, il y a ce championnat qui émerge. Alors la tête de gondole a été Cristiano Ronaldo, et puis on voit beaucoup de joueurs y aller. Le dernier, c'est Fabinho qui va là-bas, mais c'est justement vous qui côtoyez Robert Malm, oui. Vous qui côtoyez les footballeurs, notamment de Ligue 1, de Ligue 2, quand on voit que un des joueurs majeurs du Racing Club de Lens qui se qualifie pour la Ligue des Champions, c'est Seko Fofana, c'est un joueur qui est le capitaine, qui est aimé, qui est adoré, en plus il peut partir dans des très très grands clubs, il est sur le point de devenir une star, il part en Arabie Saoudite. Que disent les footballeurs de tout cela quand on s'appelle N'Golo Kanté, qu'on a un petit peu sur la fin de carrière, peut-être, mais quand même. Quand même, après, il est bien passé, il y a une raison, il y a aussi l'économie, tout simplement. Alors après, certains réfléchissent, quand tu peux multiplier par
par 10 des fois ton salaire, ça peut effectivement te faire réfléchir, parce qu'il faut pas avoir peur de le dire, hein. Il y a une donnée aussi économique qui est très très importante. Maintenant, le niveau, quel va être le niveau exactement sur le plan sportif? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du pâté cadeau, donc on ne sait pas si à un moment donné ça peut être bon. Cristiano Ronaldo dit qu'à un moment donné ça sera du niveau du championnat, voire dépasser le championnat hollandais ou d'autres championnats européens. Ouais, moi je demande à voir, tout simplement. Ouais. Je demande à voir, mais aujourd'hui il y a une donnée qui est forte et sur lequel certains clubs européens ne pourront pas lutter. C'est sur le plan économique. Alors Virgile le remarquera peut-être, mais vous avez vu, il y a des transferts, mais c'est pas non plus des sommes énormes. Oui, voilà, c'est ça. pas non plus des sommes énormes. C'est surtout sur les salaires. C'est surtout sur les salaires où les montants sont faramineux. Aujourd'hui, je prends un dernier, il y a peut-être un transfert, le plus onéreux doit être entre 40 et 50 millions d'euros. Ouais. C'est beaucoup. Sauf que ce sont des salaires, voilà. Alors, Virgile Caillé, on a pris le temps d'expliquer cette démarche saoudienne. Elle est importante parce que elle conditionne peut-être aujourd'hui le sort de Kylian Mbappé. Le club du Paris Saint-Germain est détenu par les Qataris, rappelons-le, et aujourd'hui ils disent tu ne joues pas Kylian Mbappé si tu ne prolonges pas, parce que si tu ne prolonges pas, on ne pourra pas gagner de l'argent sur ton transfert. C'est quand ils voient qu'en face l'Arabie Saoudite est en train de dépenser, de rentabiliser, qu'eux ils se disent on va pas tenir. Non, je crois, alors peut-être Robert me corrigera, mais je vais parler avec mes mots. Je pense qu'on a affaire à un poker menteur. Ouais. Il est évident, connaissant en plus le garçon qui a une ambition démesurée et décomplexée, connaissant Mbappé, il veut marquer l'histoire de son sport, il veut avoir son nom au palmarès, remporter des titres, etc. Donc il restera en Europe et donc il ira chez un grand d'Europe. Vraisemblablement le Real Madrid, mais a priori il ne veut que dans un an. Oui, mais sauf que le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir libre, ce qu'on peut tout à fait comprendre quand on est dans le modèle économique du club, puisque le club lui a fait re-signer une prolongation de contrat avec une prime de fidélité qui est quand même très très conséquente, et le deal, est-ce qu'il a été signé, pas signé, est-ce qu'il a été oral ou pas, c'était effectivement que Kylian Mbappé ne parte pas gratuit, libre du Paris Saint-Germain. Virgile Caillé, vous posez une question, mais vous avez la réponse. Vous êtes un éminent spécialiste. Vous savez très bien que ça n'a pas été signé. Sinon, les avocats se seraient emparés du dossier. Donc, ils se sont mis d'accord. Mais qui aujourd'hui, à part les bisounours et petits poneys, se mettent d'accord sans signature sur un contrat de cette somme? Mais le PSG a fait n'importe quoi, non? Alors, je sais pas, parce que à un moment donné, j'ai cru entendre dire Kylian Mbappé qu'il ne partirait pas libre du club et que ce serait une façon aussi de renvoyer l'ascenseur au club, mais qui lui permettrait de monétiser le transfert. Le Real n'a pas intérêt à bouger, puisqu'il sait qu'il peut l'avoir gratuit dans 6 mois. Il jouera dans 1 an, mais il peut signer dès cet hiver. Donc le Real ne bouge pas. Donc la façon de faire bouger le Real, c'est d'un côté de mettre la pression sur le joueur en lui disant attention, tu risques de pas jouer du tout, et de l'autre côté de dire au Real attention, parce qu'il y a peut-être d'autres clubs qui s'y intéressent. Donc l'avenir économique du PSG dépend de la décision d'Mbappé. Moi, quand je vois la façon dont le Paris Saint-Germain gère son mercato, je me dis qu'il y a quand même de grandes chances que Kylian Mbappé parte dès cet été au Real Madrid. Je pense que si demain le Real pose 100 millions sur la table, le deal est fait. Parce que n'oublions pas quand même que le Paris Saint-Germain a cette contrainte du fair play financier. S'il y a un transfert de l'ordre de 100 millions, il ne faut pas oublier non plus que le PSG se libère de plus de 70 millions de masse salariale avec le salaire de Kylian Mbappé. Ça fait pas mal. Ouais. Donc ça fait pas mal, donc ça lui libère de la place pour aller recruter d'autres joueurs. Robert Malm, sur le terrain. Alors, bonne nouvelle, parce que c'est vrai que les supporters du PSG, mais les supporters de Marseille, de Montpellier, de Lille, ils sont contents quand il y a quand même un peu des joueurs français dans leur équipe. Et là, Lucas Hernandez arrive, il y a Kylian Mbappé, il y a Presnel Kimpembe et Ousmane Dembélé. Ça fait pas mal d'internationaux. C'est superbe l'arrivée de Dembélé au PSG, non? Moi, je pense que c'est une très bonne chose et ça prouve que voilà, dans le championnat, on est capable, même si on s'appelle le Paris Saint-Germain, d'essayer d'attirer aussi les meilleurs joueurs français. Et je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée d'Ousmane Dembélé, le PSG a certainement profité aussi d'une faille dans le contrat avec une clause libératoire qui est aujourd'hui dans les cordes du Paris Saint-Germain et qui a permis au Paris Saint-Germain de pouvoir faire le deal. Moi, je trouve que c'est bien, c'est un bon signal aussi. Et il faut voir tout simplement aussi notre équipe nationale. Notre équipe nationale est double finaliste de Coupe du Monde.
avec des joueurs majeurs comme Pogba, comme N'Golo Kanté qui n'ont pas fait la dernière Coupe du Monde, et on s'est rendu compte qu'il y a d'autres garçons qui sont en train d'émerger. Donc c'est une très bonne chose, c'est bien pour le championnat français, c'est bien pour la visibilité aussi, c'est bien pour nous aussi diffuseurs. Et tu sais très bien en fait que plus on a de joueurs, bien sûr, importants qui viennent et qui représentent notre sport, bien sûr. C'était le cas aussi au hand pendant des années avec Montpellier, aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Voilà, quand on a des têtes de gondole, des têtes de gondole comme ça qui arrivent dans des clubs français. Bah oui, on peut que se réjouir et ça ne peut qu'élever le niveau aussi de notre championnat. Robert Malm, et pour conclure, il nous reste 10 secondes, mais aujourd'hui, je vous aurais bien posé la question à tous les deux. Ça vaut quoi le PSG cette année? Mais on est incapable de le dire parce que ça dépendra d'Mbappé. On est d'accord. Pour l'instant, on ne sait pas.